Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour, comme vous me l'avez demandé, pour vous analyser, en tout cas vous donner mon point de vue sur le match qui affrontera Rafa Milos Raonic demain. Donc déjà, première info, c'est que ça sera à 19h30 heure locale, donc 9h30 du matin en France. Plutôt bonne nouvelle pour nous, ça nous évite de nous lever en plein milieu de la nuit. Pas forcément mauvaise nouvelle pour Rafa, et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Mais avant ça, je vais revenir sur deux, trois petites choses. Déjà, je vais revenir sur deux, trois petits détails du match entre Rafa et Gaël, et sur un incident aussi qui a eu lieu entre Wawrinka et, euh, et Joe aujourd'hui lors du quart de finale. Euh, je voulais vous parler de l'arbitrage d'une manière générale. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelque temps, mais je trouve que les arbitres avec Rafa, ils sont quand même particulièrement mauvais. Voilà, on se rappelle de l'année dernière, Rafa contre Zverev, il rate un retour, en même temps qu'il rate son retour, il dit puta, il prend warning. Ok, Eric Mourier lui met warning. Eric Mourier, le même arbitre qui, lors des matchs de Murray qui dit fuck off toutes les à peu près 47 secondes, lui a jamais mis un warning. Là, il lui met warning. On se rappelle les incidents avec Carlos Bernardes, je ne vais pas revenir dessus. Il y en a eu un en Australie contre Berdych, il y en a eu un contre Fonini à Rio, et il y en a eu un autre contre Berdych au Masters. Contre Raonic, à Brisbane, Rafa se fait un peu avoir. Et l'arbitre hier, contre Gaël, il a été catastrophique. Catastrophique parce qu'il accorde un challenge qu'il ne doit jamais accorder à mon fils. Et catastrophique parce que mon fils et son coach, ils ont discuté tout le match. C'est-à-dire que pendant tout le match, mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait un coaching permanent sur tous les points où on entendait clairement, on voyait même, c'était incroyable, on voyait même Gaël faire des gestes, demander à son coach, est-ce que je retourne couper, est-ce que je retourne... C'était incroyable. Et pendant tout le match, ça a duré. Et l'arbitre, il lui a pas mis warning. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont les arbitres avec Rafa, mais je trouve que depuis quelques temps, c'est vraiment catastrophique. Il y a eu d'autres moments où l'arbitre hier s'est fait avoir par Gaël. Voilà, ça commence vraiment, moi, ça me commence à me gonfler de voir ces arbitres qui mettent un time violation à Rafa sur balle de break alors qu'il y a le public qui crie, de les voir faire des erreurs d'arbitrage assez énormes sur des moments importants. Voilà, parce que je vous rappelle que le jeu où Rafa se fait breaker, à 0,15, il y a une balle qui sort d'au moins 4 centimètres, de 3-4 centimètres que l'arbitre ne voit pas. Rafa challenge pas, du moins on voit qu'il met un temps d'arrêt. Si vous regardez les images, il met un temps d'arrêt, il hésite, il voit que sa balle est bonne et il continue à jouer le point. D'ailleurs, derrière, on voit que lorsque Rafa perd le point, il se met dans un état, il se met vraiment en colère contre l'arbitre et c'est extrêmement rare de sa part. Donc voilà. Donc moi, ça commence à vraiment me fatiguer. Aujourd'hui, sincèrement, pour moi, le meilleur arbitre du monde, c'est Pascal Maria. Et Rafa, il a pas de bol parce que Pascal Maria, il arbitre jamais Rafa. Rafa, il se retrouve toujours avec Bernardes, Carlos Ramos, Keuta Wong, qui sont des arbitres très moyens, donc il a pas de bol là-dessus. Moi, j'aimerais bien que demain, ça soit Cédric Mourier, même s'il a mis un warning Rafa un peu sévère. euh, Indian Wells ou Pascal Maria, ou alors Damien Dumusois, les trois arbitres français ou francophones, parce que Damien Dumusois, je sais plus s'il est français ou canadien, euh, et bien qui sont pour moi les meilleurs arbitres de la planète. Donc voilà pour le match contre Gaël. Je vais maintenant vous revenir sur un incident absolument dingue de Stan, entre Stan et Joe. Alors, je vous explique le contexte, parce que j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas regardé le match. Joe vient de perdre la première manche, et au changement de côté, Stan s'en prend à Joe et en gros lui dit un enfant de 5 ans, Wawrinka. Il lui dit arrête de me regarder, pourquoi tu me regardes comme ça, si tu continues à me regarder, j'appelle le superviseur, machin. Et Joe lui répond mais à quel moment je te regarde pas? Et Stan lui dit si, t'arrêtes pas de me regarder et tout. Et vraiment des enfants, qui se crêpent le chignon avec un son gars qui est un peu surpris. Et si je vous parle de ça, c'est parce que moi, il m'est arrivé un truc avec Stan. C'était à Roland-Garros. Il me semble que c'était en 2013. Ouais, c'était la veille de son quart de finale contre Rafa. Donc j'étais à Roland-Garros, pour ceux qui connaissent, qui sont déjà allés. Vous savez, juste derrière le Philippe Chatrier, il y a ce qu'on appelle la place des Mousquetaires. J'étais là-bas avec mon père et je vois un gars qui passe tranquillement. Pas de garde du corps autour, rien. Euh,
habillé tout en rouge, c'est-à-dire qu'on le voit depuis Jupiter, le mec. Maillot de la Suisse, pantalon de la Suisse, casquette de la Suisse. Le gars, franchement, on le voit à l'autre bout de la galaxie et je regarde et je vois que c'est Stan Wawrinka. Et donc je m'approche de lui et je dis bonjour Stan, et je lui montre une balle que j'avais. Et je dis est-ce que tu pourrais me faire un autographe? Et Stan, il me regarde, il me dit non, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Et il s'est barré, il m'a pas signé ma balle. Le lendemain, bon, évidemment, il se fait dérouiller par Rafa sur le central. Je vous avoue que j'étais bien content. Euh, c'est un peu bizarre, Stan, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un peu bizarre. On le sent vraiment tendu depuis le début du tournoi. Là, il a fait un très bon match. Je pense d'ailleurs que ça a aidé à Tsonga. Il n'a pas bien réagi derrière. Euh, il fait pas un très bon tournoi, on le sent tendu. C'est souvent que je trouve que Stan, en termes d'attitude, il est ouais, il est sur la limite. Moi, je me rappelle de comment il me l'avait dit. Sincèrement, il m'avait limite envoyé chier, alors que le gars, il passe en plein milieu de la place des Mousquetaires. C'est l'endroit où vous avez le plus de monde, sans garde du corps, sans rien. C'était son jour de repos, parce que je vous rappelle il jouait contre Rafa que le lendemain. Euh, et ce jour-là, mon père n'aime pas du tout Wawrinka, et mon père est avec moi. Et il m'avait dit, voilà, de toute façon, depuis le début, je te dis que je vous dirai pas le mot exact, mais que c'est pas un type bien. Heureusement, le lendemain, il s'était fait vraiment dérouiller par Rafa. Il a perdu 6-1, 6-3, 6-4 ou quelque chose comme ça. Il avait explosé une raquette. Bref, il s'était fait conspuer par le central de Roland Garros. Moi, je m'étais régalé. Donc voilà, pour les deux petites apartés. Maintenant, on va parler du match de Rafa contre Milos. Donc match à 19h30. Pourquoi je vous dis que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle? Pour plusieurs raisons. Rafa, il a quand même un peu pioché physiquement. Il allait un peu aller chercher dans les réserves sur ses deux derniers matchs. 4 heures et 3 heures. Voilà. Là, le fait que le match se joue à 19h30, ça lui donne encore une fois, comme après son match contre Zverev, 48 heures de repos. Et donc ça lui donne 48 heures pour vraiment refaire du jus et bien récupérer, bien évacuer les toxines, etc. C'est vraiment une bonne nouvelle pour Rafa. euh, Parce que si le match s'était joué euh, à- en session de jour, il aurait eu 8 ou 9 heures de récupération en moins. euh, et ça fait une grosse différence. Il va pas faire très chaud, ils annoncent zéro pluie de ce que j'ai vu. Donc il n'y aura pas de toit fermé. Donc finalement, jouer en night session, c'est pas une mauvaise nouvelle. Autre avantage de jouer en night session, Rafa l'a dit, les balles sont beaucoup moins rapides en night session. L'avantage, il est évident. Après le rebond, les balles vont beaucoup moins vite. Donc évidemment, même si Raonic sert à 230, si Rafa il se met 5 mètres derrière sa ligne, les vitesses au service, elles sont comptées par rapport au temps que la balle passe en l'air. Après le rebond, la vitesse est tout de suite absorbée par la surface. Et évidemment que la balle, elle va pas à 230 après le rebond quand elle arrive dans la raquette de Rafa. Donc même s'il sert à 230, avec une surface beaucoup plus rapide, vous allez avoir 20 ou 30% de vitesse qui va être perdue par cette balle, en plus que si ça avait été en session de jour. Plein cagnard, etc. Les surfaces sont beaucoup moins abrasives et sont beaucoup plus rapides. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Rafa. L'autre bonne nouvelle, c'est que le cours est en ralenti. Qui c'est qui va être avantagé? Évidemment, c'est le meilleur défenseur. C'est bête, mais c'est tout bête, mais c'est ça, c'est simple. C'est comme sur terre battue, les meilleurs défenseurs ont toujours plus de chances. Ben là, ça va être un peu pareil. Vous perdez de la vitesse, donc automatiquement, celui qui va être le meilleur défenseur des deux, en l'occurrence c'est Rafa et de très très loin, a le plus de chances de faire durer l'échange et donc de faire craquer son adversaire. Donc jouer en night session, au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, à condition que les conditions météo ne changent pas. Je vous le dis, je viens de le regarder il y a 5 minutes, à Melbourne, ils annoncent absolument aucune pluie pour demain. Les risques de précipitation, ils sont à zéro. Donc, à moins que la météo australienne se trompe, normalement, il n'y aura pas de toit fermé. Tactiquement, ça va être quoi? Euh, Moi, j'ai regardé les matchs de Milos. J'ai regardé en entier. Pas tout à fait en entier contre Bautista, parce que il y avait Rafa qui avait commencé. Mais j'ai regardé le match en entier contre Gilles et en entier contre Bautista. Gilles et Bautista, ce sont deux très bons retourneurs, deux joueurs qui se déplacent très bien. Donc ça fait deux points communs avec Rafa. Mais ils ont un gros point faible, même deux gros points faibles. C'est que, un, ils n'ont pas de coup fort, ce qui n'est pas du tout le cas de Nadal vu qu'il a un énorme coup droit. Et deux, ils servent vraiment pas bien du tout. Et encore plus pour le Gilles, on sait qu'il a souvent des problèmes de dos, etc. Dans ces deux matchs-là, Raonic il se fait breaker trois fois et trois fois. Euh, donc ça fait 6 fois en 8-7.
Donc ça veut dire qu'il se fait breaker dans quasiment tous les sets. En sachant que sur ce match-là, ces deux matchs-là, il a joué un set et demi contre Bautista en indoor. Le toit a été fermé, voilà. Donc ça change un peu. Donc on peut même dire que sur les 7, on peut dire que sur 6 7 et demi, parce que voilà, j'enlève le 7 et demi contre Bautista qui s'est joué en indoor, sur les 6 7 et demi qui se sont joués en outdoor, en conditions extérieures, sur ces deux matchs-là, il s'est fait briquer 6 fois sur 6 7 et demi. Ça, c'est vraiment une très bonne stat pour Rafa. Je vous le redis, Bautista et Gilles sont deux excellents retourneurs. Encore plus Gilles Simon qui a un coup d'œil absolument extraordinaire. Il a un œil fabuleux. Il est sur toutes les trajectoires. Et donc c'est une bonne nouvelle pour Rafa. Si ces mecs-là arrivent à breaker Raonic, normalement Rafa, à moins que Milos se mette à servir encore mieux que ce qu'il a fait, normalement Rafa devrait engager l'échange et il a de fortes chances de réussir à le breaker. Autre point qui a été soulevé par Caroline Bouchard. T'as raison de Brisbane sur le match à Brisbane, côté revers, il avait été excellent, Milos. Je suis vraiment d'accord avec toi, il m'avait même impressionné de ce côté-là. Ça avait toujours été son point faible, et sur ce match-là, il a vraiment bien tenu sur la diagonale. Donc info soulignée par Caroline Bouchard, journaliste tennis de l'ATP. Euh, sur ce tournoi, il a beaucoup de problèmes en revers, justement, Milos. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Rafa. Il fait énormément de slice. D'ailleurs, à un moment, elle se demandait même, cette journaliste-là, si Milos n'était pas diminué physiquement, parce qu'il fait énormément de slice. Le slice de Milos Raonic, c'est pas le slice de Federer. Et il a beaucoup de déchets de ce côté-là. Dans les matchs que j'ai vus contre Gilles et contre Bautista, il a perdu euh, énormément de points à l'échange. Il a pas mal couru. Physiquement, je ne l'ai pas trouvé transcendant, comme souvent. Donc sur ces deux matchs, il a passé un peu plus de 5 heures sur le terrain. Rafa en a passé 7. La différence de les deux joueurs ont passé, Rafa a dû passer 2 heures et quart de plus que Milos sur le court. 2 heures et quart en 4 matchs sur un format 5-7, c'est pas énorme. C'est pas énorme. D'ailleurs, on se rend compte que Rafa, c'est celui qui a passé le plus de temps, si on enlève Mischa Zverev, sur le court des derniers joueurs en lice, mais il a passé environ que 2 heures de plus que tout le monde, donc ce qui n'est pas énorme. Donc voilà. Euh, Tactiquement, Rafa, il faut vraiment qu'il applique les mêmes schémas qu'il a toujours appliqués contre Raonic. Exhibition mise à part, etc. Le face-à-face, ça fait 7-2 pour Rafa contre Raonic. Les deux hommes se sont jamais joués en Grand Chelem. Ça a été toujours des matchs au format 3-7. Donc c'est toujours des matchs qui ont avantagé Raonic sur le format. On n'a jamais eu de match au-delà de 2h30. Au-delà de 2h30, 3 heures. Aujourd'hui, vous êtes sur un format 5-7, donc pour gagner, vous devez obligatoirement gagner 3-7. Vous êtes sur un très grand cours, beaucoup plus de recul pour Rafa, donc ça change tout. Je vais revenir un peu sur le match de Brisbane, dont vous avez beaucoup parlé, etc., qui vous fait peur. Je vous rappelle juste une chose, euh, le dimanche, Rafa, il était au Qatar, et le lundi, il est arrivé à Brisbane. Il n'était pas tête de série dans le tournoi, donc il a du coup rentré en lice le mardi, alors que Raonic est rentré en lice le jeudi. Rafa l'a dit dès qu'il arrive à Brisbane, physiquement, il a utilisé le mot détruit. Il a dit j'étais détruit physiquement. C'est un match où moi j'ai trouvé que Rafa a très très mal fini sur le plan athlétique. Euh, Deuxième, franchement, pendant 45 minutes, entre le milieu du deuxième et le milieu du troisième, Rafa, physiquement, il était dans le dur total. Je pense qu'il a eu plus de mal dans ce match-là en 3-7 que dans les 5-7 qu'on se verrait. Parce qu'il était extrêmement fatigué, parce qu'il a eu 48 heures de moins pour encaisser le décalage horaire. Je vous en avais déjà parlé à l'époque, hein. À ce moment-là, c'était un point important. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de décalage horaire. Ça fait 3 semaines qu'il est en Australie. Rafa, entre Brisbane et l'Australian Open. Donc il n'y a plus de problème de ça. Et physiquement, il est bien mieux. Euh, à chaque fois, on voit des photos de Rafa à l'entraînement quand il est manche courte ou des photos torse nu quand il est en train de changer de t-shirt. Il est extrêmement affûté, Rafa. Il est extrêmement affûté et je pense que physiquement, les 48 heures de repos, elles vont lui aller très très bien. Donc tactiquement, il va falloir qu'il continue de faire ce qu'il a toujours fait contre Raonic, c'est-à-dire se mettre très loin en retour, arrêter d'essayer de retourner de près contre Milos, il n'y arrive pas, parce que
La raison, elle est simple. Rafa, il peut retourner de près contre Isner, il peut retourner de près contre Karlovic, etc. Parce que c'est des joueurs qui, 99% du temps, j'exagère un petit peu, mais très souvent, vont servir à plat. Donc quand ils servent à plat, ça pose pas de souci. Sauf que Raonic est beaucoup plus intelligent que ces deux serveurs-là, tactiquement. Dans le sens où quand Rafa se met très proche, il met un énorme kick, ce qui fait que la balle monte très haut, et que Rafa, du coup, se retrouve à jouer une balle au-dessus de la tête, c'est quasiment impossible. Et là aussi, le fait de jouer en night session, c'est une bonne nouvelle. Les balles prennent moins les effets, donc automatiquement, le kick de Raonic, qui est son arme principale sur deuxième balle, elle va monter, mais elle va monter moins haut. Au lieu de monter à 1,90 m de haut, elle montera peut-être qu'à 1,50 m, mais ces 40 centimètres là, ils peuvent vraiment faire la différence. Donc appliquer les schémas qu'il a toujours fait, c'est-à-dire retourner de très loin, quitte à prendre des aces, en retournant de loin, vous ouvrez les angles. Donc automatiquement, vous allez prendre des aces. S'il est malin, Rafa, il va faire ce qu'il a fait contre Zverev. C'est-à-dire qu'il va changer ses positions au retour au moins 3-4 fois dans le match. Quand vous changez vos positions au retour, déjà, vous changez la vision de votre adversaire, et automatiquement, un coup, vous vous donnez du temps, un coup, vous retournez de près, et vous lui créez un peu une incertitude. Donc il va falloir faire ça au retour, et après, il va falloir pilonner le revers. Rafa, depuis le début du tournoi, je trouve que dans la diagonale coup droit Rafa, revers adversaire, on a retrouvé du très très grand Rafa. Il fait très peu de fautes, il arrive à jouer très long, il arrive à obtenir la balle courte et à attaquer. C'est exactement ce qu'il va devoir faire contre Gaël. Pendant 2 sets et demi, il l'a fait de manière incroyable, alors que le revers de Gaël est à mon avis bien meilleur que celui de Milos. Et après, dans l'échange, il faut qu'il fasse courir. Faut qu'il fasse courir Milos. Plus vous faites courir Milos, plus vous allez gagner de points, plus vous allez le fatiguer, et plus vous allez le fatiguer, moins il va bien servir. Moins il va bien servir, plus vous allez avoir d'échanges, et plus vous allez avoir d'échanges, plus vous allez avoir le fatiguer. C'est un cercle vicieux pour Milos. Et c'est vraiment, quand il perd des matchs, la physionomie, elle est toujours la même. Des longs échanges qui le fatiguent, qui fait qu'il baisse son pourcentage, qui donne lieu à des longs échanges, qui le fatigue encore plus et qui l'amène à faire des doubles fautes, à pas passer de première, etc. Ou à réduire ses vitesses. La vraie bonne nouvelle pour Rafa, c'est que depuis le début du tournoi, sur les 4 matchs, il a joué 3 gros serveurs. Donc on peut pas dire que Rafa, si demain il retourne mal, ça peut arriver, on ne sait pas. Si demain il retourne mal, on ne pourra pas dire oui, mais bon, Rafa, il n'avait pas joué de gros serveurs, il s'était pas réglé au service. Il a joué Zverev, qui sert à mon avis pas aussi bien que Milos, mais il sert quand même très très bien. Il a joué Gaël, qui au service, il doit servir à 210 de moyenne. Et il a joué Florian Mayer, qui lui aussi a un gros serveur. Donc sur les 4 matchs, il a joué 3 gros serveurs. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, sur ces jeux de service, Rafa va falloir qu'il soit bon. Comme tu le dis, je sais plus qui le dit, mais c'est clair que s'il se fait des briquets d'entrée comme contre Zverev, bah c'est un set perdu, et à un 7-0 contre Milos, vous êtes vraiment sous pression. Vraiment sous pression, même si c'est un grand chelem. Il va falloir qu'il fasse jouer, il va falloir qu'il serve bien. Franchement, depuis le début du tournoi, il a vraiment très bien servi. Il se fait breaker 6 fois. Pour Rafa, c'est pas énorme, surtout quand on voit la qualité des joueurs qu'il a affrontés. Il a affronté quand même Bagdatis, qui est un super retourneur. Il s'était pas fait breaker contre Mayer. Il se fait breaker 3 fois par Zverev, qui est un joueur extraordinaire. Il se fait breaker 3 fois par Gaël, qui est l'un des meilleurs retourneurs de la planète. Euh, donc voilà, il est plutôt en place au service. Il fait peu de double fautes, il passe un gros pourcentage. Et ses deuxièmes balles sont exceptionnelles. D'ailleurs, Gaël en a parlé en interview. Il disait que sur les deuxièmes balles, il avait été vraiment surpris par la qualité de la deuxième de Rafa. Il a aussi dit que pour lui, Rafa rejouait à un niveau extraordinaire. Euh, il a même dit que pour lui, Rafa allait gagner le tournoi. Richard Gasquet, au micro d'Eurosport, a dit pareil, qu'il voyait Rafa aller au bout. Moi, je sais pas, je pense qu'on n'en est pas là, que la question ne se pose pas encore pour l'instant. Elle se posera si Rafa passe contre Raonic. Euh, et puis la dernière chose, c'est le format 5-7. Il faut absolument que Rafa gagne un set, quoi qu'il arrive. Même s'il perd les 2 premiers, il faut qu'il gagne le troisième. Il faut absolument qu'il gagne un set. Gagner un set, ça vous assure, en grand chelem, quand vous êtes trop opposé à Rafa, ça vous assure quasiment, pour Rafa, un match au-delà de 3 heures. Un match au-delà de 3 heures, même si Rafa a joué un peu plus, même si Rafa a semblé un peu fatigué contre Gaël, moi ça m'a pas sauté aux yeux, mais bon, ok. Il y avait surtout beaucoup d'humilité, qu'il n'y aura pas demain. Si le match va au-delà de 3 heures, plus le match va être long, plus Rafa aura de chance. C'est évident. Euh, Raonic, Raonic contre Rafa, comme je vous le dis, il a perdu 7 fois, il a gagné 2 fois. Il a aucun repère.
en Grand Chelem. C'est-à-dire que les deux n'ont aucun repère. Euh, et le fait de n'avoir aucun repère, c'est mieux pour Rafa, parce que Rafa, lui, il le sait, en 5-7, ça doit être 17 victoires, 18 victoires, 7 défaites, quelque chose comme ça. Raonic en 5-7, c'est pas tout à fait le même ratio, je le connais pas, mais je suis sûr qu'il est moins bon. Euh, je suis sûr qu'il est moins bon, et même s'il est meilleur, je pense pas qu'il a affronté beaucoup d'athlètes de la qualité de Rafa sur un cinquième set. Zverev, contre Zverev et contre Gaël, Rafa, il a montré euh, que physiquement il était vraiment prêt. Parce que contre Gaël, ça a quand même envoyé du bois sérieusement. Surtout surtout les deux premiers sets où Rafa a tapé très très fort. Et l'autre point important, c'est de prendre la balle tôt. Depuis le début du tournoi, Rafa prend la balle beaucoup plus tôt que d'habitude. Il prend les échanges à son compte, il fait courir. Moi, je pense que si Gaël, honnêtement, que si Rafa, pardon, fait le même match que contre Gaël, ou le même match que contre Zverev, je l'avais d'ailleurs trouvé meilleur contre Zverev que contre Gaël, mais bon. S'il joue à peu près dans les mêmes secteurs de jeu, dans la même qualité, la même tranche de tennis, je pense que ça devrait passer. Après, comme vous le dites et comme vous l'avez bien compris, beaucoup de choses vont dépendre du service de Raonic. Si le mec fait 15 aces par set, évidemment, ça va être vraiment très compliqué. Ça va mettre Rafa vraiment sous pression. Euh, je pense que Rafa a vraiment intérêt sur ses propres jeux de service à faire durer l'échange, volontairement. C'est-à-dire s'il a un coup gagnant dans la raquette, peut-être ne pas le faire coup gagnant, mais le faire juste le coup pour faire courir Milos, vous voyez ce que je veux dire? Tous ceux qui jouent un peu au tennis savent que c'est assez facile à faire. Quand vous avez un coup d'attaque, au lieu de le jouer à 30 centimètres de la ligne, vous le jouez à 1 mètre de la ligne, croisé, et vous faites courir votre adversaire. Votre adversaire va sur la balle, vous faites pareil de l'autre côté. Et quand vous avez l'échange en main, c'est assez facile de décider de juste faire courir votre adversaire sans faire le coup gagnant. Euh, Moi, je trouve que Rafa, il a dominé physiquement mon fils, c'est même une évidence. Il a dominé physiquement mon fils qui est quand même 1000 fois plus fort que Milos dans ce compartiment-là du jeu. Donc je pense il a un bon coup à jouer. Maintenant, ce match, comme le dit Rafa, c'est un peu du 50-50. Il dit, ça va être un match difficile pour moi, j'espère que ça le sera pour lui aussi. Je pense que parmi les joueurs qui restent dans le tableau, Raonic, c'est le joueur qui a le plus d'armes pour battre Nadal. C'est le seul qui reste dans le tableau, qui peut, en se disant juste sur un coup, c'est-à-dire son service, se dire si je suis bon sur ce point-là, j'emmènerai Nadal 3 fois dans le tie-break. Et il peut le battre en 3 tie-breaks. Euh, Maintenant, quand vous regardez les autres qui restent dans le tableau, si Federer s'impose tout à l'heure, il restera que des revers à une main. Parce que je pense que Dimitrov devrait passer contre Goffin. Euh, si Rafa passe, si Rafa passe demain matin, demain vers midi, le match finira vers midi, peut-être un peu plus. Il aura vraiment un énorme quoi à jouer. Il aura un énorme quoi à jouer parce que le Federer Wawrinka qui se profile est vraiment très ouvert. Et le Goffin Dimitrov, à mon avis, les deux vont laisser des plumes. Ça m'étonnerait qu'on voit un 3-7. Les deux ont laissé du jeu un peu en cours de route. Les deux ont été très bons jusqu'à là, Dimitrov et Goffin. Je pense que Dimitrov a un petit coup à jouer, même si je préférerais que ce soit Goffin qui passe. Parce que j'adore ce joueur, vraiment. Il est simple, il est humble. J'adore ses conférences de presse tout en modestie. Il est en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Personne n'a parlé de lui. Il s'est fait très peur au premier tour. Il est passé, il s'est arraché. Euh, il a fait un super match en huitième de finale. Pourtant, il avait un tirage pas facile. Il jouait Dominic Thiem. Franchement, il a écœuré Dominic Thiem. Revers à une main aussi. Je pense qu'il a beaucoup de repères avant de jouer Dimitrov. Donc voilà, donc Rafa, à mon avis, il a vraiment un coup à jouer. Parce que le Dimitrov Goffin, moi je pense que Dimitrov devrait s'en sortir, mais à mon avis, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Voilà, j'aimerais bien que Goffin passe malgré tout. Et évidemment, j'aimerais bien que Rafa passe. Euh, Maintenant, moi, comme je vous dis, je suis pas inquiet. Rafa, quoi qu'il arrive, il a fait le boulot. Moi, j'avais dit, pour que le tournoi soit pas négatif et qu'il soit pas un peu raté pour Rafa, fallait qu'il aille en quart et qu'arrive en quart, tout était possible. Évidemment, je le pense encore plus maintenant que Novak et Andy sont plus dans le tournoi.
Je le pense encore plus parce que Rafa il joue à un niveau supérieur à celui qu'il a joué à Abu Dhabi, supérieur à celui qu'il a joué à Brisbane, bien évidemment. Je suis aussi très satisfait parce que finalement sur un format 5-7, à part Wawrinka qui reste dans le tableau, il n'y a aucun joueur qui peut se dire qu'il est plus fort que Rafa physiquement. Zverev évidemment il n'est pas plus fort que Rafa, Federer il est beaucoup moins fort que Rafa, et Goffin et Dimitrov évidemment sur la longueur sont moins forts que Rafa. Raonic, comme je vous l'ai dit, pour moi il est moins fort que Rafa. J'ai pas de doute sur la capacité de Nadal à avoir récupéré. Ça a même pas duré 3 heures contre mon fils. Donc oui, il avait le visage marqué, mais comme je vous dis, le match se jouait alors qu'il y avait un énorme orage, donc vous avez un taux d'humidité qui était extrêmement élevé. C'était un taux d'humidité équivalent à ce qu'on a en Amérique du Sud, en Amérique latine. Euh, voilà, Raonic physiquement, il n'a pas été non plus extrêmement rassurant. On sait qu'il a eu un début de grippe avant son match contre Simon. Euh, je, Comme je vous le dis, moi je ne l'ai pas trouvé incroyable physiquement à l'échange contre Bautista. D'ailleurs, contre Bautista, si vous avez l'occasion de regarder le résumé, regardez-le et vous verrez à quel point euh, a joué loin de sa ligne de fond. Euh, Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour Rafa. Si Milos fait la même erreur tactique, c'est-à-dire de se mettre loin de sa ligne et jouer du fond du court, Milos, il n'aura aucune chance. Moi, comme je vous le dis, je suis plutôt confiant. Je pense que Rafa a une bonne chance de passer. Ça va être difficile, mais moi, je pense qu'il peut vraiment aller au bout de ce tournoi. Moi, ce que j'aimerais, euh, il y a deux finales qui me font rêver. Évidemment, le Rafa à Roger, parce que c'est tout le monde les annonçait fini. Tout le monde disait Federer, il est fini, il sera sorti au troisième tour par Berdych, etc. Au final, il n'est pas fini du tout. Il est en quart de finale, il a un bon quart à jouer. Comme je vous dis, on va voir ce que ça va donner, mais moi je pense qu'il passera contre Zverev. Donc j'aimerais soit ça, ou soit Wawrinka Nadal pour avoir le remake de 2014 avec un Nadal pas blessé cette fois-ci. Donc en gros, si Rafa est en finale, on aura vraiment une finale de rêve. Voilà, moi j'y crois. Je ne sais pas si vous vous y croyez. Je sais que Rafa y croit. L'attitude de Rafa depuis le début du tournoi, elle était incroyable. Moi j'ai adoré le moment où il débreak contre mon fils pour revenir à 4-3. Pour revenir à 4-4, pardon, c'était lui qui servait en premier. Au moment où il débreak à 4-3 pour revenir à 4-4, où il serre le poing, il serre la mâchoire. Franchement, c'était vraiment magnifique. Je trouve qu'on a retrouvé un Rafa vraiment, vraiment conquérant dans l'attitude. On l'a retrouvé conquérant dans l'attitude, il se bagarre sur chaque point. Euh, Moi, je pense qu'il a vraiment en tête. Il sait qu'il peut gagner le tournoi. Je pense qu'il est vraiment en confiance. Les deux matchs qui viennent de se passer doivent lui donner énormément confiance. Revenir de 2-7 à 1 contre Zverev, pour la confiance, c'est bon. Euh, Gagner contre mon fils en étant mené 4-2 dans le quatrième, c'est bon pour la confiance. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Allez-y, laissez vos commentaires, ce sera avec plaisir. Donc je vous dis à très vite sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo, comme toujours. Et j'espère que demain on se régalera devant une très très belle, un très très beau quart de finale entre Rafa et Milos Raonic. Allez, à plus tout le monde.